J'adore. Attends, mais montre-moi. Genre, elle t'a piqué les lunettes. Eh ben, c'est ma perruque à mèche que je mets pas avec la tranche. Ah, mais j'ai cru que c'était ses vrais cheveux. Non, elle t'a volé ta perruque. C'est la perruque à mon rat mort que j'appelle. Bah, incroyable ta mère. Rigolote. Tu la mets en drague parfois. Non. J'ai le syndrome de la drague qui sait se maquiller. Enfin, ça, je laisse ça à l'appréciation de tout le monde. Mais qui sait encore moins maquiller les gens, tu vois. Bah, je t'en prie, mets un petit micro, voilà. La Quinterview. Bon, bah, on va se dire que c'est un épisode un peu spécial, on va quand même se dire bonjour. Oui. Bonjour. Rebonjour. Pour la 4e fois de la semaine. Ça va, Julien? Ça va, merci. Enfin, ça va. Tout est relatif, mais je suis là devant toi. Il est 18h pour toi, 18h dans ta vie, c'est quoi? C'est tard ou c'est tôt? Alors moi, il est 18h07 du matin, ouais. Comme je te l'ai dit en arrivant. Donc je suis là au crépuscule de ma journée. C'est vrai qu'hier soir, t'as eu une grosse soirée, la Fierce et tout, c'était bien. Exactement, hier soir, j'ai mixé donc au yo-yo pour la Fierce. De minuit à 6h, c'était très bien, il y avait énormément de monde. J'ai passé une soirée folle, donc je suis toujours en fatigue physique, émotionnellement encore là-bas, donc ouais. Voilà. Okay. Donc c'est un bon moyen d'être ici, tu vois, pour se poser. Faire du drag sans en faire. Exactement. On va dire que c'est un épisode aujourd'hui un petit peu spécial parce qu'avec Julien, on essaye de se voir et on n'arrive pas à se voir. Donc on s'est dit plutôt que ne pas se voir, et ben autant faire un petit épisode spontané, voilà. Comme ça, on discute un peu comme ça va vous permettre de voir aussi comment je fonctionne et comment je fais mes pré-interviews avant de faire les vraies interviews. Donc ça va être un peu le bordel, mais j'espère que vous allez quand même passer un bon moment et vous me direz si vous avez apprécié. Alors j'avoue que on a déjà commencé de parler de 2-3 trucs avant et je me suis dit non mais vas-y, on lance l'enregistrement, on peut pas rester là comme ça. Je ferai semblant de que c'est la première fois que je dis les choses, vous inquiétez pas. Et alors attends, donc juste avant de se mettre là à enregistrer, t'étais en train de me parler de ta maman qui était là chez toi dans ton bureau. Qu'est-ce qu'elle fait ta mère dans ton bureau? Et donc quand je ne suis pas là, ma maman va s'occuper de mes chats et ma maman quand elle vient chez moi c'est un peu la caverne d'Ali Baba, donc elle rentre dans mon bureau et elle regarde tout ce qui est nouveau, les nouveaux maquillages que j'ai reçus, les nouvelles perruques, les nouvelles lunettes, et elle se sert, elle fait ses petites courses pour sa soirée de demain avec ses copines. Donc en l'occurrence elle a besoin de paillettes, de mascara et je sais pas quoi, donc j'ai dit maman tu ouvres et y a. Ok, donc elle fait le shopping chez toi, quoi. Voilà. Trop marrant. Je suis très fier de sponsoriser ma maman pour ses sorties. Mais c'est génial, c'est génial. Et du coup, bah, j'imagine qu'elle a tout de suite été ok avec le fait que tu fasses du drag. Ça lui a trouvé ça marrant ou comment c'est arrivé elle... Alors non. Ah ouais, c'est vrai, pas du tout. Alors moi, comme je dis toujours, il y a eu 2 coming out, tu vois. Il y a vraiment eu le premier en tant que homosexuel où forcément, bah, tu dis... face to face à tes parents, bon maman je crois que je suis bisexuel. Et ça c'est on passe la pommade. Et après non, par rapport au drag, c'est vrai que mon coming out en tant qu'homo c'est globalement bien passé. Ils étaient surtout inquiets dû à des a priori d'un différentiel de génération, on va dire. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, on va dire, à me costumer, à me déguiser à une certaine époque, je voulais pas les inquiéter, sachant qu'en plus à cette époque-là, j'étais étudiant. Donc je me suis dit, moins on en dit, mieux c'est. Ouais. Voilà. Tant que je suis pas en danger ou que je fais pas quelque chose qui pourrait me porter préjudice ou qui pourrait leur mettre des idées qui sont pas spécialement réelles dans l'esprit, je me suis dit, tu te tais. Et ils l'ont découvert, je pense, sur les réseaux. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire ça, donc c'était au début des années 2010, et à l'époque, il y avait... On a le même âge, donc tu dois voir de quoi je parle. Il y avait plein de photographes qui traînaient dans les boîtes de nuit et qui avaient des sites à l'époque. Soonight, Chillate, tout ça. Exactement. Petite parenthèse, mon premier job dans la nuit, j'étais photographe chez Chillate. Ok, d'accord. les gros flashs. Exactement. Moi, c'est ça. C'est vraiment la personne est très très blanche. Oui, c'est ça. Avec un peu un fisheye quand même, tu vois, qui fasse un peu tough. Ouais. C'est exactement ça. le gros flash, c'était pour camoufler nos rides naissantes, pardon. Ouais. Nos cernes, je dis n'importe quoi. et nos sales têtes. Nos sales têtes aussi. Bah ouais, parce que réellement, pourquoi à votre avis les boîtes sont sombres? C'est ça.
Au plus la lumière est basse, au plus on est beau. Ah bah, exactement. Et en fait, je crois que c'est mon papa d'abord qui a vu les photos de moi habillé d'une façon un peu étrange. Ouais. Et après, je crois que ça a été ma mère. Et je crois que personne n'a rien dit. Ça a été un peu un sujet tabou. Je crois qu'ils n'ont pas osé l'aborder, moi non plus. Après, c'est forcément venu sur la table le jour où je leur ai dit que j'arrêtais mes études pour faire pleinement la nuit. Donc là, forcément, cri d'effroi dans la maison. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas devenir? Où tu vas? Et là, on va dire que ça a été un peu plus problématique, mais je suis assez têtu. Et le temps leur a donné tort. Ah bah oui, parce que 15 ans plus tard, c'est vraiment ce que tu fais, c'est vraiment ton métier. Donc, j'en vis pleinement, aucun regret. Et ce que je dis toujours aux gens, ne jamais avoir de regrets si vous avez une idée, s'il y a quelque chose qui vous plaît et que vous avez le feu en vous. Suivez-la, allez-y, parce que même si à la fin, c'est pas le résultat escompté, on apprend. Et pour moi, l'essentiel dans la vie, vraiment, c'est d'apprendre, quoi. D'oser. Oser, tout simplement. Et vraiment se lever le matin et pas avoir de regrets, quoi. Ouais, parce qu'au pire, ça sera une expérience. Exact. Plutôt que vivre dans un truc de « Ah, j'aurais pu le faire ». Oui, et le temps passe très vite. Ouais. Et ça, on me le disait, alors je suis pas très vieux, je vais avoir 36 ans, mais quand même, on me disait, tu verras, jusqu'à 25 ans, le temps est long. Et c'était long. Et on m'a dit, de 25 à 30, ça passe vite. Et à partir de 30, ça défile. Et c'est vrai que je me revois à mes 20 ans, quand j'ai démarré, j'avais l'impression que c'était hier. Et je me dis, mais mon Dieu, 15 ans, c'est passé. Et des fois, je me dis, mais waouh, ça va tellement vite. Ouais, c'est vrai que ça va très très vite. Et du coup, ton coming out, tu l'avais fait avant tout ça ou tu l'avais pas trop fait? Oui, je l'avais fait avant, je l'ai fait quand j'avais eu 18 ans. Je crois que j'étais, 17-18 ans, j'avais mon premier copain. Et à ce moment-là, j'avais fait mon coming out à mes parents, je leur avais présenté et tout. Et mais ça va, un coming out un peu classique, quoi. Les parents un peu étonnés, enfin étonnés à moitié. J'étais pas non plus un modèle de virilité, toujours pas à l'heure actuelle, mais Bon, t'as des gros bras. oui, ouais. C'est vrai. Ah, je me suis mis à la muscu entre temps. Si les gros bras sont un signe de virilité, tu as des gros bras. Mais à des l'époque, grosses épaules. j'étais très skinny comparé Ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Oui, je faisais 1m83 pour, je crois, 60 kilos, quelque chose comme ça. Ok. Et alors, donc tu disais aux alentours de 2010, voilà, ça correspond à peu près au moment où t'as découvert le drag, où t'as commencé de te traveloter, comme tu me disais tout à l'heure. Comment c'est rentré dans ta vie tout ça? C'est rentré, on va dire, de manière assez simple, parce que aussi lointain que je me rappelle, vraiment enfant, j'avais vraiment un attrait pour tout ce qui était féminin. J'adorais les Barbies. D'ailleurs, mes parents m'achetaient les Barbies que je voulais quand j'étais petit. Et c'est vrai que j'adorais ces filles blondes, les robes, les talons. Ça m'a toujours plu. Il m'arrivait aussi par moments de prendre les talons de ma mère en cachette. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose que j'aimais. J'ai jamais trop compris aussi pourquoi les vêtements étaient genrés. Je comprends. Enfin, il n'y a pas de loi qui dit qu'un garçon, en vrai, ne devrait pas mettre de robe. Et je m'étais déjà posé la question parce que quand j'étais enfant aussi, je faisais de la gymnastique, je faisais des compétitions. Et il y avait des mouvements qu'on n'avait pas le droit de faire. Par exemple, il y avait des mouvements comme des souplesses avant, souplesses arrière. Ce sont des mouvements qui sont exclusivement réservés aux filles. Pourquoi? Oui, comme il y a des agrès qui sont spécifiquement faits pour les garçons. Voilà. Ouais. Pourquoi? Et pour les filles aussi. Mais ouais. La GRS, par exemple, moi, je voulais faire de la GRS, tu vois, Ouais. et les garçons ne font pas de GRS, voilà. Et j'ai grandi toujours avec cette espèce de dualité. Et donc, quand je me suis retrouvé à 20 ans, donc, à travailler dans cette fameuse boîte de nuit dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle, donc, pour les gens de Montpellier, la Villa Rouge, dans le cadre de mes études, on avait la liberté, justement, là-bas, de pouvoir s'habiller comme on veut. Et c'est vrai que, tout de suite, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était, vu que tu as l'opportunité, maquille-toi, mets des vêtements plus féminins, mets des talons. Alors, je voulais pas spécialement une esthétique qui soit ultra féminine. Je voulais, on va dire, plus être un garçon libre, moi j'appelle. C'est-à-dire garder mes cheveux, me les décolorer, faire des choses comme ça. Et voilà, comment les choses sont venues à moi, enfin, tu vois, dans ma vie. Mais il n'y a pas eu de vrai modèle de représentation dans le milieu queer ou dans le milieu drag. Il n'y en avait pas énormément d'ailleurs à l'époque. On avait essentiellement des drags qui faisaient très créature, assez dans les années 90, tu vois, qui étaient encore dans les parages. Et après, c'était plus des transformistes qui évoluaient dans le milieu du cabaret. Mais c'est vrai que Drag Race et RuPaul, je crois que dans les années 2010, c'était, je crois, le premier épisode ou quelque chose comme ça. Hein. Ça doit ça a 17 saisons. 2011, 12, je sais plus. Enfin, ouais, donc comme tu vois, ça, c'est ça. Mais en tout cas, c'était pas suffisamment connu pour que ça
pour que ça vienne jusqu'à nos oreilles. Il y avait quelques drogues en France, comme je te disais, qui effectivement avaient une esthétique, on appelait ça nous à l'américaine. Ouais. Mais voilà quoi, pas de modèle de représentation en particulier. Donc ouais, le modèle à l'américaine, ce côté très page and queen, donc c'est-à-dire les belles tenues, plein de plumes. Les perruques overdimensionnées, des grands talons, des gros maquillages. Et choses énormes. Alors attends, le premier épisode de Drag Race, j'imagine que le 2009. Logo TV. Ouais, non, c'est ça, du coup, c'est ce que tu disais. Ouais. 2009. Depuis 2009, t'imagines. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait, ouais. Et oui, parce que 17 ans, et j'ai eu mon bac en 2007, donc ça veut dire... Quelque chose. Jadis. Autrefois. Il fut un temps, on va pas tous les faire. Ok. Et justement, en fait, le fait d'explorer les vêtements, de mettre d'autres vêtements et tout, et des vêtements, on va dire, plutôt attribués d'une certaine manière au vestiaire féminin, ça te plaisait comme ça? Alors, je me suis senti tout à coup libéré. Et c'est ce que je dis toujours aux gens qui démarrent le drag. Vous allez voir, on goûte à une sensation de liberté qui devient complètement... c'est comme une drogue, en fait. On en devient addict parce que vraiment, on s'affranchit de plein de choses et on découvre un soi qu'on ne soupçonnait pas. Et ça donne vraiment une sorte de puissance et quelque chose de... je sais pas, ça a été très thérapeutique pour moi. Ça m'a vraiment fait gagner en confiance. Ça m'a vraiment fait gagner en confiance. Et je ne sais plus pourquoi je dis ça. Ouais. Je sais plus. Non, mais oui, non, je parlais du côté vestiaire féminin. Tu disais aux gens de tester, d'essayer si jamais ils avaient envie de le faire. Parce que toi, justement, ça t'a. Oui, ça m'a révolutionné ma vie. Et après, voilà, il y a eu un temps où ça a quand même un peu trop empiété sur ma vie aussi. Où je trouvais ma vie la semaine très fade. Et c'est aussi des fois le conseil que je peux donner aux gens qui démarrent, c'est de ne pas se perdre dans son propre personnage. Ça reste un personnage de nuit, mais ce n'est pas non plus la vie. Et moi, c'est vrai que des fois, j'avais tendance à tout miser là-dessus. Je pensais qu'à ça, je vivais qu'à travers ça. Je faisais tout en fonction de ça. C'est toujours le cas aujourd'hui parce que maintenant, j'ai vraiment construit ma vie autour de ça. Mais je ne m'oublie pas pour autant en dessous. Je n'oublie pas aussi que j'ai une vie de tous les jours, à l'état civil, et que c'est aussi important de prendre soin de cet aspect-là, quoi. Ce que j'ai pu ne pas faire à un moment donné, et qui m'a créé quand même, je n'ai pas honte de le dire, tu vois, une grande détresse émotionnelle parce que j'étais vraiment partagé entre les études d'un côté que je faisais. Je te disais, j'ai fait 2 ans de droit que j'ai un peu bâclé pour après partir en école de communication pendant 3 ans. Et c'est vrai que d'un côté, j'avais donc ma vie de la journée qui ne m'intéressait pas trop parce que je savais pas trop pourquoi je faisais ça, je savais pas trop où j'allais. Et d'un autre côté, j'avais le milieu de la nuit, le drag, où justement, je suscitais, comment dire, les gens te regardent, on devient addict aussi à ça, au fait d'être un objet de regard, en fait, des choses comme ça. Ouais, de plaire, en fait, d'être sur scène. Voilà, c'est être un centre d'intérêt. Et c'est vrai que pendant longtemps, tu vois, ça a été compliqué. Jusqu'au jour où, bon, j'ai dit, je sais pas où je vais dans ce milieu-là. En tout cas, je sais ce que je ne veux pas. Et c'est vrai que, entre guillemets, avoir une vie plus classique avec travailler dans un bureau, des choses comme ça, c'est pas quelque chose sur lequel j'avais envie de tendre. Donc, à l'issue de ces 3 ans dans ma école de com, j'ai dit, bon, go. Ouais. On y va. Et là, mille et une vies. En grandissant, t'as grandi vachement avec une partie dans le milieu de la nuit. C'est facile de s'y perdre dans le milieu de la nuit. J'ai vu beaucoup de gens s'y perdre, effectivement, comme tu dis. Je pense que le problème du milieu de la nuit, c'est qu'on n'y vient pas tous avec les mêmes armes, avec la même sensibilité. Et je pense que le milieu de la nuit, il y a beaucoup de gens qui... Dans 90% des gens, il y a beaucoup de personnes qui viennent y chercher quelque chose à un moment donné. Souvent, les gens qui viennent et qui sortent, c'est vrai, ils ont souvent des jeunes, ils ont 20 ans. Ils sortent pendant 2-3 ans et après c'est vrai que dans l'immense majorité des cas, je veux dire, souvent ils se casent et ils passent à autre chose, ils font une sortie de temps en temps et puis voilà. Puis il y a d'autres personnes qui effectivement vont trouver là-dedans du réconfort, peut-être une deuxième famille, surtout au niveau des queers parce que ça peut faire énormément de bien. C'est vrai, tout à coup de se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent, où justement on parle le même langage, où on a la même culture, on a les mêmes références. Et malheureusement, certaines personnes peuvent avoir effectivement des problèmes qui leur sont propres et tomber sur des mauvaises personnes qui peuvent les entraîner dans
dans des voies qui ne seraient pas les leurs. Et j'ai vu de tout, moi, personnellement. Tout n'est pas que strass et paillettes. Il y a des très belles histoires. J'ai aussi rencontré des personnes qui, effectivement, étaient dans le milieu de la nuit à un moment donné et qui, justement, étaient perdues et qui, maintenant, on les regarde de loin parce qu'elles sont devenues intouchables. Et, à contrario, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres personnes qui, malheureusement, voilà, j'ai connu beaucoup de gens qui sont décédés. Mais voilà, c'est un milieu où il faut faire attention. Fabuleux milieu, mais voilà. Après, je pense que c'est partout pareil. Je pense que c'est partout pareil. Dans le milieu du travail, quel qu'il soit, on peut facilement se perdre et faire des mauvaises rencontres aussi. Donc, mais après, c'est vrai que le milieu de la nuit, c'est teinté de lyres, de paillettes et de verres de champagne. Ouais, et puis aussi, d'une certaine manière, c'est que le milieu de la nuit, en fait, je dirais que tout le monde fait du drag. Parce que quand tu sors la nuit, que tu t'apprêtes pour aller en soirée, etc., tout le monde va vouloir se montrer à son meilleur. Complètement. Peut-être parfois plus extravagant, dans les bijoux, dans la manière de sa chemise, son pantalon, sa jupe, j'en sais rien. On va vouloir aller au plus loin de ce qu'on peut être, ce qu'on ne ferait pas la journée. Et je pense que ça, c'est le début du drag. C'est le début du drag, et c'est vrai que d'une certaine façon, on en fait tous plus ou moins, comme tu dis, parce que dès qu'on sort, comme tu dis, on se crée un personnage à travers une coiffure, à travers même un petit peu de maquillage, ou des vêtements qu'on ne porterait pas la semaine, et on dit ça, ce sont mes vêtements de quand je sors. Donc d'une certaine façon, ouais, en fait, t'as raison, c'est une forme de drag, ouais. Et toi, alors, comment a évolué ton drag? Donc, j'ai compris, ça a commencé un peu en boîte, mais alors, comment ça a pris forme et quelles ont été un peu les différentes étapes? Ouais. Parce que maintenant, t'es DJ, donc on te retrouve dans plein d'endroits, j'ai envie de dire, une oreille sur le casque et les bras en l'air. Quand c'est pas de casque, les bras en l'air devant les platines. Mais en gros, ouais, comment ça a évolué tout ça? T'as toujours fait DJ ou? Oui, alors non, pas du tout. J'étais pas du tout DJ à la base. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai démarré donc en me costumant, en me maquillant durant mon job d'étudiant, donc quand j'étais barman. Donc, j'ai démarré, on va dire, le drag en étant barman. J'ai fait tous les métiers de la terre. Donc, j'ai démarré en étant barman. Je vais la faire court, sinon on y est jusqu'à demain matin. Mais voilà, j'ai démarré à ce moment-là. Et en fait, pendant mon service, bien souvent, je dansais sur le bar, voilà, ça me plaisait, j'entendais Rihanna, on était en 2010, donc Poker Face passait, on devenait hystérique, et je montais sur le bar, je dansais, et en fait, ça déjà, je l'ai fait une première fois, et ça a plu à la boîte, et la boîte m'a demandé de me recostumer de cette façon-là, et le week-end après, j'ai recommencé. Et c'était quoi alors ta tenue, c'était comment? Eh ben, en fait, l'esthétique que j'ai gardée jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, on va dire très, entre guillemets, gros guillemets, androgyne, ce côté un peu cheveux courts, blonds, pas de pad, garçon-fille, on va dire, vulgairement. J'étais, on va dire, déjà comme ça. Okay. J'ai gardé la même esthétique, jusqu'à, d'ailleurs, même aujourd'hui, j'ai toujours cette esthétique-là. Et voilà, j'ai démarré comme ça. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai rencontré des personnes qui m'ont après proposé de danser dans d'autres clubs, en plus de là où je bossais. Donc, j'ai commencé à faire des shows gogo à droite et à gauche. À ce moment-là, j'ai rencontré des gens qui également faisaient des performances, donc qui faisaient des performances sur échasse, des performances aussi avec des agrès de feu. On m'a formé à tout ça dans des compagnies de spectacle. De là, je suis aussi rentré dans des compagnies de spectacle. Donc, j'ai fait le tour de France avec plein de compagnies. J'ai travaillé pour des compagnies de rue, des compagnies médiévales. J'ai fait des tournées pour des spectacles pour les personnes âgées, des comités de fête, des mairies. Enfin, vraiment tout un tas de choses. Et le temps est passé et on va dire que c'est quelque chose qui où je m'épanouissais pas spécialement, en fait, disons que je plafonnais et j'avais pas spécialement d'intérêt aussi là-dedans. C'était, on va dire, un moyen pour moi d'accéder à la scène sans assumer réellement ce pourquoi je voulais vraiment y être. Et moi, vraiment, ce qui me faisait kiffer, c'était vraiment rassembler les gens à travers, que ce soit l'organisation ou à travers la musique. Au fil des années, je me suis rendu compte que, mine de rien, dans une soirée, après, je parle dans les soirées de mon époque où j'étais performeur, pas à l'époque du drag show, où maintenant la drague est devenue vraiment l'élément central de l'event. Mais à l'époque, nous, on était entre guillemets un peu les pots de fleurs de la soirée, c'est-à-dire qu'on faisait nos passages sur le DJ, et vraiment ce qui rassemblait la foule, c'était le DJ, quoi. Ouais, c'était du gogo, quoi. C'était du gogo, ouais, c'est ça. Là où maintenant, c'est vrai que le show s'arrête, les drags sont devenus des gens, des superstars, et on vient pour le show drag, quoi. C'est pas du tout la même configuration. Et c'est vrai que c'était ce vers quoi j'aurais aimé tendre, mais c'était quelque chose que je sacralisais énormément, et je me disais, ouais, non, mais t'as pas fait de cours de musique, en fait, t'y arriveras jamais, c'est même pas pour toi, c'est trop loin, quoi.
Et le hasard de la vie m'a fait rencontrer des personnes qui étaient justement dans ce milieu-là. Et pile à ce moment-là, comme par hasard, j'étais déjà dans l'organisation d'événements aussi. Et j'avais à l'esprit de créer à Montpellier une soirée sur le thématique de la pop culture. Ok. Et donc ça, c'était il y a 6 ans. 6 ans. 6-7 ans, ouais, à peu près. Ok. Et donc, en fait, parallèlement à cette idée de projet, ces personnes-là m'ont également appris à mixer. Et après, l'idée donc de la Folle de Rage est née. Et vient forcément la date du premier événement. Et le challenge, c'était de mon premier gig en tant que DJ, c'était de mixer pour la Folle de Rage, quoi. Vous vous doutez bien que, comme j'ai pas trop confiance en moi, sur le fly, il y avait écrit DJ guest mystère, comme ça si je me dégonfle au dernier moment, on mettait quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça. Malin. C'est malin. Ça sera quelqu'un qui sera là. Voilà, surprise. Et qui passera de la musique. Donc si c'était moi, ça aurait été la surprise. Si ça aurait été pas moi, surprise aussi. Ouais, dans tous les cas, c'est une surprise. Et en fait, c'est comme ça que vraiment ça a été de fil en aiguille que les choses se sont faites. Ça a été vraiment au fil des rencontres. C'est vraiment des opportunités. Moi, je crois pas au hasard. Et je dis toujours qu'il faut laisser le temps au temps, souvent. Et on est dans les phrases à la con, mais il vaut mieux gravir les échelons un par un que de descendre à vitesse grand V. Je suis pas pressé de rien. Je me dis toujours que l'heure de tout viendra. Donc, voilà. Et ça s'est bien passé, t'as été bien reçu et tout, et même toi, tu t'es senti à l'aise? En fait, là où je suis hyper finalement content de ce parcours-là, c'est que, mine de rien, je suis arrivé en tant que DJ en ayant déjà passé dans le milieu de la nuit. Donc en fait, ça a été beaucoup plus facile pour moi de me lancer en tant que DJ en ayant quasiment 10 ans de performance derrière moi que d'arriver directement DJ et en fait de devoir tout recommencer depuis le début. Et surtout, la performance pendant ces 10 ans, et la multitude de scènes que j'ai pu faire vraiment à travers la France et à l'étranger, et surtout vraiment les différents publics que j'ai pu rencontrer, m'ont permis d'être très empathique au niveau des salles. Et moi, je dis toujours, la qualité première d'un DJ, c'est vraiment l'empathie. Il faut arriver et sentir la salle, parce que toutes les salles sont différentes et il y a des vibes qui ne sont vraiment pas les mêmes en fonction de là où tu es, en fonction de l'âge des personnes, en fonction même du jour de la semaine. Des fois, c'est pas du tout un samedi soir ne sera jamais un jeudi soir parce que j'en bosse le lendemain. Enfin, tout ça, c'est de l'expérience que j'ai vraiment acquis avec la performance et qui maintenant me servent à l'heure actuelle. Donc finalement, le hasard fait bien les choses. Donc tant mieux. Ok, donc maintenant tu fais que du DJing ou tu fais d'autres choses? Voilà, donc maintenant je suis DJ à temps plein, plus producteur d'événements, donc producteur de la Folle de Rage. Et alors, pour ceux-là qui connaissent pas la Folle de Rage ou qui ne sont pas à Montpellier, parce que c'est vrai que tu bouges beaucoup en France, en Europe, mais tu es basé à Montpellier et la majeure partie de ta vie est là-bas. Oui. Alors, qu'est-ce que la Folle de Rage? Donc la Folle de Rage, c'est la soirée que j'ai créée il y a 6 ans. 6 ans, 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. 2018, fin 2018, je sais pas combien ça fait. 6 ans. Et ça fera 7 ans cette année. Ah bon? Alors, j'ai eu 2 au bac en maths. Tu me dis 2018. L'année dernière, on était en 2024, donc cette année, ça sera tes 7 ans. Ah oui, ça sera les 7 ans, oui, ça a fait 6 ans, c'est bien ce que j'ai dit. Oui, tu as raison, pardon. Pas de souci. Et donc, comme je te disais, ça a été vraiment créé du constat qu'en fait, Montpellier est très empreint de la musique techno. Il y a énormément de soirées techno, et même moi, dans le club où j'ai évolué avant et où j'ai grandi, c'était essentiellement, l'ADA était essentiellement dans ce courant, dans cette influence-là. Et je trouvais que ça manquait d'un événement où on pouvait écouter toutes les musiques de la radio, des choses assez légères. Ouais, donc le pop. De la pop, ouais. Et je suis un grand fan de concerts, j'en ai vu énormément dans ma vie. Et à l'époque, ça se faisait plus beaucoup, mais j'avais aussi cette envie de ramener au sein des clubs la magie des concerts. C'est-à-dire qu'au sein de la soirée pop, je voulais... j'ai fait en sorte qu'à chaque event, il y ait une star qui a marqué son époque, qui va nous interpréter ses plus grands hits. Okay. Donc au tout début de la Folle de Rage, il n'y avait pas de show drag, et donc on faisait venir des chanteurs et des chanteuses. Ok. Alors t'as eu qui? Donc la première Folle de Rage, c'était celle qui m'a fait confiance, et je la remercierai toujours parce que je la connaissais. C'est Tonya Lorraine. Donc on a réuni les Sister Queen sur scène pour la première Folle de Rage. Incroyable. Avec les deux, du coup? Oui, avec Yaz et Tonya. Oh là là. C'était génial. Elles sont venues faire Saturday, Let Me Be a Drag Queen. C'était génial. Après, on a fait les L5. Incroyable. Après, il y a eu les L5. On a fait Eva Simons, Amanda Lepore. Amanda Lepore? Ouais, pour les 1 an de la soirée, ouais. Sheriff Aluna, Lam, Nadia.
Voilà, à peu près. Je crois que c'est à peu près tout. Et incroyable. Et alors, et du coup, à chaque fois, l'engouement du public, le lieu a grandi, le public ça a évolué. Comment ça s'est passé? Alors en fait, au tout début, la soirée plafonnait malgré les guests. C'est vrai qu'on était, il y avait du monde, mais c'était pas la folie comme ça l'est à l'heure actuelle. Mais on va dire qu'il a fallu un temps d'adaptation pour que la soirée trouve son public, parce que, comme je te disais, Montpellier est très empreint de la musique électronique. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens à qui ça faisait plaisir de voir les guests qu'on faisait venir, mais ça leur faisait pas plaisir d'écouter Britney Spears à 3h du matin. Donc c'était souvent le reproche qu'on pouvait nous faire. Ouais, c'est pas assez électro, c'est pas ci, c'est pas mi. On leur disait gentiment, mais c'est pas la DA. Il y a suffisamment de soirées comme ça. Nous, on dérogera pas. On veut une soirée pop où on peut écouter autant la nouveauté qui est sortie la vendredi dernier que Dancing Queen, tu vois. Et la soirée, elle a, on va dire, pas stagné, mais elle vivait pendant à peu près 4 ans. Hors Pride, évidemment, parce que le Pride, c'est toujours des soirées spéciales, donc il y a toujours eu énormément de monde. Et à ce moment-là, pendant toutes ces années, on était sur vraiment un format qui était club, uniquement club. Et au bout de 4 ans, j'ai vu que ça se faisait un peu à droite et à gauche. Et je me disais aussi que la pop, bien qu'elle ait le mérite d'exister en club, je trouvais sympathique l'idée d'organiser un thé dansant, comme un petit goûter le dimanche après-midi entre copines, où on écoutait de la pop, quoi. Et on a basculé dans un autre lieu à ce moment-là. Ok. Et on s'est lancé là. Donc le premier event, petit aparté, à ce moment-là, en fait, au bout de ces 4 ans, tout doucement, on a commencé à incorporer des drag shows issus de la scène locale qui faisaient les premières parties de nos chanteurs. Et quand on a basculé d'endroit, on s'est dit, écoute, on a un peu fait tout le monde là. Et étant moi-même drag et vu l'essor que prenait de plus en plus la scène drag, et notamment la scène locale, Drag Race n'était pas encore sortie à ce moment-là. Okay. On s'est dit, écoute, on va miser maintenant tout sur du drag show, quoi. Et donc, quand on a changé de lieu et qu'on est passé donc sur des dimanches après-midi, on a fait un premier dimanche avec un drag show qui était plutôt, la soirée était plutôt sympa, mais pareil, il n'y avait pas non plus full. Et ça, c'était en mai d'il y a 2 ans, donc c'était en mai 2022, si je dis pas de bêtises. Et donc on était en post-Covid, donc la soirée, il faut savoir qu'elle a toutes ces années, mais il y a eu presque 2 ans de Covid au milieu et d'arrêt. Et juste après donc cette date-là de mai 2022, moi j'ai passé l'été à mixer dans des masses en fait à Montpellier, et donc à me retrouver confronté à un public que je n'avais pas spécialement. Et pour tout avouer, après cette date-là, avec la Folle de Rage, on était un peu dépité parce que la soirée, elle prenait pas l'ampleur qu'on voulait. Et par le plus grand des hasards, on dit à ce lieu-là, est-ce que vous avez le 31 octobre qui est disponible? Ils nous ont dit oui. Et nous, on s'est dit, bon, ben écoute, en dernier recours, écoute, on fait le grand bal d'Halloween, on verra ce que ça donne. Et en fait, on n'a pas compris. Il y a eu l'engouement tout d'un coup. Les chiffres s'en sont affolés et ça a été notre tournée complet. Et je pense que c'est une multitude de facteurs, le fait peut-être effectivement de faire plus de drag show, peut-être que l'horaire convenait mieux par rapport au style de la musique, et effectivement aussi le fait de moi m'être retrouvé tout l'été confronté à un public qui ne mettait pas la base prédestinée. Mais en fait, tous ces gens, ça a fait une espèce d'émulsion et tout le monde est venu. Et en fait, depuis, ça a plus faibli. Voilà. Incroyable. Donc c'est complet à chaque fois? C'est complet depuis 2 ans. Chaque édition, ouais. Sauf évidemment la dernière édition qu'on a fait au Zénith. On n'a pas fait encore un complet au Zénith, mais on y croit pour bientôt. Au Zénith, mais c'est fou cette ascension. Ouais, là on a fait pour la Pride donc de 2024, le 16 juin, je crois, ou 17 juin. On a fait le Zénith de Montpellier, ouais. Comme quoi, une fois de plus, tout est possible. Et c'est ce que je trouve beau dans ce milieu. C'est ce que je dis toujours, dans le milieu de la nuit, c'est ça qui est incroyable. Il n'y a aucune limite. Les seules limites sont celles qu'on se fixe. Et moi, je suis la preuve vivante. J'ai pas de parents là-dedans. On m'a pas spécialement aidé. Je dis pas que j'ai fait les choses tout seul parce que c'est pas vrai. Je suis très bien entouré. Je travaille avec des personnes qui sont remarquables, avec qui on se soutient mutuellement. Donc, on n'avance pas seul, c'est faux. Mais en tout cas, on part de rien. Et comme quoi, de photographe T-Late à produire une Folle de Rage au Zénith, c'est fou, quoi. Et quand tu vois ton parcours jusqu'ici, si tu prends un peu de recul, tu regardes ça de là-haut, tu te dis quoi? Alors, comment te dire?
Je suis un insatisfait né, donc je suis content de ce qui se passe, mais pour moi, je suis pas encore arrivé là où j'ai envie d'être. Donc en fait, chaque étape qui est franchie, je les vois plus comme ouf, ça y est, on y est, mais maintenant, place à la suite. Mais alors, c'est quoi cette envie d'être où? C'est quoi Par exemple, tu vois, le Zénith, c'était une étape. Donc on a réussi à y aller au Zénith. Maintenant, l'étape ultime, ça serait qu'on arrive à faire un complet au Zénith. Ouais. Voilà. Et en fait, on est toujours dans ces dynamiques-là. Et je pense aussi que ce qui est important pour évoluer, une fois de plus, je parle à travers mon prisme, hein, je pense que il faut s'accorder des moments où on regarde les choses et où on se dit waouh, c'est cool. Mais je pense aussi qu'il faut être en permanence à remise en question et, entre guillemets, voir toujours le travail qu'il y a à faire et vraiment se poser et se remettre en question assez souvent. Parce que j'ai aussi vu beaucoup de gens qui ont pu aussi se planter ou après, je dis pas que ça m'arrivera pas, j'en sais rien. Mais souvent, c'était des personnes qui avaient la tête dans le guidon ou qui pensaient être dans la bonne voie alors qu'il y avait plein de signaux faibles autour d'eux qui leur montraient que non, ça va pas en fait. Du coup, tu es toujours en train de chercher pour perfectionner. En permanence. Ouais. Je me pose des questions tout le temps et voilà, je cherche toujours, je suis à l'affût de tout, j'écoute tout. Tout ce que les gens viennent me dire, toutes les petites réflexions, je les entends, je les écoute et après je fais vraiment un condensé dans mon esprit de ce qu'il y a à prendre, ce qu'il n'y a pas à prendre et après voilà, j'essaye de faire ma tambouille, mais j'essaye vraiment d'être à l'écoute des gens surtout parce qu'une fois de plus, on n'existe qu'à travers les yeux du public et moi j'aurais toujours une immense gratitude envers les personnes qui prennent de leur temps et qui dépensent de leur argent pour venir voir ma tête derrière mes platines pendant 6 heures parce que sans ces personnes-là, on n'existe pas. Donc leur avis compte. Et j'y fais très attention et voilà, ce qui me permet aussi, j'essaye de conserver cette ligne directrice pour pouvoir toujours voilà, évoluer, proposer des choses de mieux en mieux. Tout n'est pas parfait, on le sait, mais voilà, on essaye de faire des choses où les gens puissent voilà, se retrouver, passer des bons moments en toute sécurité et grosso modo. J'allais te demander quel était le moment le plus marquant de ta vie. C'est le Zénith ou t'en as d'autres comme ça un peu dans ta vie professionnelle? Là, le dernier en date, ouais, c'est le Zénith quand même parce que j'y suis allé tellement de fois voir des concerts là-bas qu'en fait de me retrouver sur scène et vraiment le moment le plus marquant, je pense, c'est d'ailleurs on le voit, on a fait une vidéo avec, on est sur scène avec Soa, Piche, La Grande Dame, Nikki et Cookie et en fait on est dos à la foule. Et je dis on est au Zénith et ce soir on est folle de rage et en fait il y a les 3500 personnes qui lèvent leur téléphone et là je crois qu'on nous toutes on le voit sur la vidéo, on est un peu choqués, c'était une claque quand même, ouais. De voir autant de personnes, on est dans le sud de la France, tu vois, on n'est pas dans la capitale et d'avoir réuni autant de gens qui sont dans la même vibe et qui partagent les mêmes valeurs le jour d'une Pride avec que des drag queens sur scène, c'est quand je repense à moi en 2010, alors que c'est fou, quoi. Ouais, je veux que ça te touche. Ouais, c'est fou. C'est vraiment fou. Et je trouve ça excitant. Parce que je me dis, non, ça ne faiblira pas. On va continuer. Et toi, t'es originaire de là-bas? T'es originaire de Montpellier? T'as grandi là-bas? Ouais. Et du coup, j'imagine qu'en plus de ça, le fait de voir ta ville, ton univers, en fait, Oui. Complètement. Oui, c'est touchant et je suis très attaché à Montpellier. Alors moi, je suis pas exactement montpelliérain, je suis à la base sétois. J'habite juste à côté à Sète, mais j'ai vécu à Montpellier, je suis toujours à Montpellier. Et c'est vrai que je travaille à Montpellier et j'y garde une très grande attache. Déjà, je veux toujours y vivre. On m'a souvent dit pourquoi t'habites pas à Paris, tout ça, mais c'est vrai que Montpellier, c'est ma safe place à moi. J'ai tous mes repères, j'ai tous mes copains et c'est vrai que, par exemple, même par travers la folle de rage, on me demande souvent est-ce que la soirée est vouée à se déplacer ou quoi. Et je dis pas que ça n'arrivera pas, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment pas au programme. Parce que vraiment, l'événement, il est créé à Montpellier. Il est à destination des Montpelliérains, et évidemment de toutes les personnes qui veulent y venir. Mais j'ai le souvenir aussi de quand j'avais 18-20 ans, où je devais justement moi-même me déplacer dans des grandes villes pour pouvoir assister à des événements qui réunissent des milliers de personnes. Et comme je dis, maintenant c'est à la France de venir à Montpellier. Voilà, vous avez compris le message. Déplacez-vous et allez à la folle de rage. Alors, je sais pas quand est-ce que sera diffusée l'émission, mais du coup, c'est quel rythme les folles de rage? C'est une fois par mois, tous les 2 mois? Ouais, il y en a à peu près 6 par an. Il n'y a pas vraiment de récurrence ou de jours placés dans le mois. C'est en fonction des disponibilités du lieu, de notre humeur et surtout vraiment chaque événement qu'on crée, il est fait de façon à ce que nous, on ait aussi envie d'y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun événement qu'on subit. C'est-à-dire que tous les line-up qu'on crée, on se dit « Oh purée,
Ah ouais, là, je suis dès de travailler parce que j'irai. Et en fait, vraiment, on ne cherche pas à en faire pour en faire. Et chaque soirée est unique. Hein. On fait venir des guests surprises. Voilà, c'est des choses qui nous amusent à nous. Et on part du principe que pour que les gens s'amusent, il faut que nous-mêmes, on s'amuse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Toujours bien choisi. Et on essaie de faire en sorte que voilà, ça soit toujours impactant et cool, quoi. Trop sympa. Et bah oui, non, parce que je vois, t'es tellement habité. Bah ouais, quand on parle et tout, c'est tellement incroyable de pouvoir être aussi, bah tu vois, avoir dégagé une certaine fierté de ce qu'on fait, y arriver, que les gens reconnaissent le travail, l'implication qui est mise dedans et tout, c'est hyper plaisant, quoi. Oui. Et une fois de plus, vraiment, moi, ce qui me fait plaisir, c'est les retours des personnes qui viennent et qui me disent qu'elles ont passé un bon moment, qu'elles se sont amusées, qu'elles ont hâte de revenir. Et c'est la meilleure des récompenses, en vrai. C'est les gens qui viennent et qui reviennent. Et c'est ce qui me fait aussi hyper plaisir, c'est les histoires qu'on me raconte, c'est les gens qui se rencontrent à la soirée, les amitiés qui se créent. Alors je le dis, j'annonce, mon rêve, c'est d'être invité à un mariage de personnes qui se sont rencontrées à la Folle de Rage. Dire mixer à un mariage de personnes qui se sont rencontrées, une célébration de personnes qui se sont rencontrées à la Folle de Rage. Ah oui. Alors il n'y a pas si longtemps que ça a capoté. Il y avait 2 personnes. J'avais reçu un DM d'une personne qui voulait faire sa demande en mariage sur la scène de la Folle de Rage. Oh. Et ça s'est pas fait parce que son copain a cramé. Oh, merde. Mais une fois de plus, on s'y approche, on va y arriver. Ça va pas, je le sens, ça va venir. Vous avez compris, si vous avez toute demande à faire pendant une Folle de Rage, que vous êtes dans Montpellier ou la région, n'hésitez pas, Julien se propose. Ah vraiment, oui. Et je viendrai faire votre témoin, il n'y a pas de souci. Donc, t'étais quel genre, revenons vraiment avant tout ça, mais t'étais quel genre de petit garçon? Comment t'as grandi? Tes parents faisaient quoi dans la vie? Ouais, bah écoute, ma maman, elle travaillait pas. Mon papa, il était docker. Donc il travaillait sur le port. Et j'ai vécu une enfance globalement heureuse dans une famille aimante. Et j'ai un souvenir qui est globalement doux, on va dire, de toute cette période-là. Avec mes grands-parents, tout ça. Et des frères, des sœurs, fils unique? J'ai un demi-frère. J'ai un demi-frère. Et mes parents sont divorcés. Ils ont divorcé quand j'avais 7-8 ans. Mais voilà, j'ai pas souffert du divorce. J'ai toujours eu des beaux-parents qui étaient aimants, une famille aimante. Et à l'école, ça s'est toujours aussi globalement bien passé. J'ai eu quelques petits soucis au collège parce qu'on se retrouve... j'habitais dans un petit village à ce moment-là, et c'est vrai que je suis passé de l'école primaire de mon petit village à le collège d'une ville un peu plus grande. Et c'est vrai que le collège, ça a été un peu plus compliqué dans le sens où j'ai toujours été, on va dire, un peu efféminé, comme on pouvait dire. Et c'est vrai que ce que je dis toujours souvent, c'est que les gens te font remarquer des choses, enfin les enfants du moins, te font remarquer des choses sur toi avant que toi-même tu t'en aperçoives. Et c'est vrai que je me faisais déjà insulter de PD, alors que je savais même pas d'envie sexuelle à l'époque. Et le collège, ça a été un peu plus compliqué dans le sens où là, je me suis fait vachement insulter. Et je me suis fait racketter en 6e, en fait des choses comme ça, des choses vraiment pas cool. Et mais voilà, je l'ai quand même plutôt bien accueilli, et les années ont passé, et après, une fois que je suis arrivé au lycée, c'était quand même un peu plus cool, quoi. Ok. Mais globalement, toute cette période, ça va, quoi. Ok. Ça va. Et t'étais quel genre d'élève? T'étais bon à l'école? J'adorais l'histoire. Et j'étais l'élève qui a 10,2 de moyenne en permanence. Ah, l'élève moyen. L'élève moyen. L'élève qui travaille en urgence, tu sais, en last minute. Et que tant que la maison ne brûle pas, on se dit « Oh, mais il y a le temps !» Voilà. Mais évidemment. Mais petite info, c'est toujours pareil à l'heure actuelle. Ah, c'est vrai. Toujours. Je fais tout en dernière minute. S'il n'y a pas d'urgence, voilà. Mais genre tes mix, tu les prépares pas à l'avance? Je ne prépare aucun de mes mix. À chaque fois que vous me voyez, c'est de l'impro totale. Mais est-ce que tu connais au moins le premier morceau que tu vas passer? Jamais. Et ça, c'est quelque chose qui me taraude toujours l'esprit quand je suis dans le trajet ou dans le taxi, parce qu'en fait, je me retrouve et je me dis « Mon Dieu, mais par quoi tu vas commencer? Mon Dieu, mais par quoi tu vas commencer ?» Et en fait, tu peux pas le savoir, parce que des fois, tu vas démarrer avec un morceau. Des fois, il peut y avoir déjà des gens dans la salle, ou des fois, tu démarres, la salle est à blanc. Souvent, j'avoue, mon
mon track du début, c'est toujours Vogue de Madonna parce qu'il dure 5 minutes, donc j'ai le temps de me poser des questions. Astuce. Petite astuce. Mais non, je prépare aucun de mes mix et je trouve que c'est un peu... Enfin, et on va dire, il y a certains événements, on va dire, si on est booké pour une soirée kitsch, forcément, je vais m'attarder un peu sur le dossier en amont et me dire, bon, est-ce que là, tu as suffisamment de quoi tenir, mais est-ce que je prépare en amont telle musique à tel moment pour... Non, parce qu'une fois de plus, je pense qu'une soirée se construit avec les gens et avec les personnes qu'il y a. Et on ne sait pas dans quelle vibe ils vont être, quel son va générer plus d'enthousiasme qu'un autre. Enfin, et ça, vraiment, on peut le savoir qu'en étant sur place, quoi. Donc enfant, t'étais aussi à l'impro. C'est ça? Oui. Ah ouais. Ah oui. Et adulte aussi. Et adulte aussi. Oui. Mais alors, est-ce que t'avais des passions, des hobbies ou des choses que tu faisais en dehors de l'école? Ah oui. Alors d'abord, j'ai toujours été passionné par plein de choses. Et là, c'est le moment où tout le monde va se moquer de moi. Mais quand j'étais plus jeune, je faisais des concours de beauté avec mes chiens. Mais quoi? Ma maman m'avait acheté, oh là là, on baigne dedans là. Ma maman m'avait acheté des Yorkshire et en fait j'adorais dans les expos de beauté et en fait je passais mon temps à toiletter mes chiens, tout ça, et en fait je m'étais... T'avais quel âge? J'avais une dizaine d'années et en fait je participais à des concours de beauté, donc mais vraiment partout en France j'y allais et je faisais des concours de présentateurs canins et je faisais partie des meilleurs de France, ouais. Ça, c'est incroyable. Donc, ça a été mon hobby jusqu'à quasiment mes 18 ans, jusqu'à ce que je découvre la nuit. Mais à la base, je devais en faire mon métier. Ouais. Je rêvais d'être toiletteur canin, évoluer dans ce milieu-là, dans le milieu des expositions de les expositions de beauté pour chiens, ouais, des choses comme ça. Ah, donc en gros, et comment ça se passait? T'arrivais avec ton chien, tu le présentais, enfin comment ça? Ouais, c'est ça. Comment ça fonctionne? Ben en fait, surtout les Yorks, ce sont des chiens qui nécessitent énormément de toilettage dans le cadre de ces concours-là. Donc je passais à peu près 2 ou 3 heures à chaque fois à toiletter les chiens. C'est un vrai métier. Et donc du coup, tu leur faisais des petites coupes et tout? Ouais, c'est ça. Exactement. Et après, il y avait toute la partie présentation qui nécessite quand même un peu de dressage, un peu de choses comme ça. C'est vraiment, pour le coup, c'est aussi une forme de spectacle. Ouais, c'était déjà du show, ouais. C'était déjà du show. Trop marrant. Et avant ça, je faisais de la gymnastique. C'était vraiment aussi ma grande passion. Je faisais des compétitions. Mais voilà, mais pour moi, la gym, c'est aussi une forme, comme de la danse, mais un peu, quoi. C'est une forme d'art aussi. Donc, on va dire, j'ai quand même toujours eu un tempérament qui tendait vers ça, ouais. À te montrer d'une certaine manière. Ouais. Oui. À me mettre en scène mais j'ai toujours été passionné par plein de choses et je ne vis pas sans passion, quoi. Ok. Et maintenant, c'est vrai que ma passion ultime, c'est la nuit. et je sais pas, et étant ado ou jeune adulte, tu as des passions amoureuses aussi? Oui. Oui, mais j'ai pas eu énormément de relations. Ouais. Et sinon, ça va. Là, par ça, tout ok. Oui. Et alors, attends, j'avais une question. Ta perruque iconique. Tout à l'heure, tu parlais du rat. Le rat crevé. Le rat crevé. Parce que donc, on a bien compris qu'il y avait un rapport avec un peu androgyne, fille-garçon, etc. Ouais. Qui est vraiment cette coupe-là qui fait penser aussi, oui, à Rihanna de 2010, quelque chose comme ça. Rihanna du clip Who's That Chick, c'est ça la ref de base. Mais alors, du coup, voilà, vraiment. Et ça, c'est ton identité. C'est la même perruque depuis 10 ans? Ah non. Après, j'ai eu un peu plus de moyens, donc j'ai réussi à en avoir une en cheveux naturels. Ouais. Mais c'est la même esthétique, ouais. Et à la base de la base, c'était vraiment... un peu Jimmy Neutron, même. Oh Oh, c'est pas gentil. Non, mais Jimmy Neutron drague, enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est pour les gens, pour leur donner une image aussi, enfin, tu vois. Sinon, vous allez voir vraiment le clip de Rihanna, donc vous êtes chic. Sinon, ils vont sur ton compte Instagram. Oui, voilà, il y a encore y a encore des photos. Mais en fait, quand j'ai commencé à me costumer à ce moment-là, je voulais pas mettre de perruque. Et pile à ce moment-là, il y a ce fameux clip qui est sorti où Rihanna, justement, elle avait les côtés rasés et cette longue mèche de cheveux. Et je me suis dit, mais attends, mais t'as qu'à faire pareil. Et j'avais déjà, en fait, plus ou moins cette coupe de cheveux que j'ai laissé pousser. Et en fait, ça a démarré comme ça. Et en fait, j'ai gardé ça jusqu'à il y a encore cette année. Mais alors, pourquoi t'as changé? Tu veux plus la mettre?
À force que mes copines me disent Julien, change. Et je me suis dit non. Il m'a fallu du temps. Mais maintenant, je commence à prendre goût à avoir plein de perruques. Toujours courtes, toujours blondes. Mais je commence à m'amuser, ouais. Ah, ok. Oui, d'ailleurs, t'en as une petite blonde là, très sympa. Qui fait rire tout le monde, que Moon a porté dans son dernier réel qu'elle a fait à la folle de rage sur Tokyo Hotel. Vous pouvez aller le voir, vous allez rigoler. Qui c'est qui l'a mise aussi? Moi, forcément. Mais il y en a plein. Je crois que c'est Cookie, la prochaine aussi, qui veut la mettre sur la tête. Alors, tout le monde la veut, celle-ci. On l'appelle Karen, Sylvie de la Conta. Elle est quand même jolie, elle est quand même bien coiffée. Hein. Moi j'adore. Bah ouais. Petite pixie cut là, ça fait un petit côté rock'n'roll. Tu l'as trouvée où celle-ci? C'est un créateur à Manchester qui l'a fait. Oh là là. Ouais, j'adore. Très sympa. Bon, merci, je suis ravi qu'elle te plaise. Merci de le dire. Les copines, cette perruque plaît. Franchement, au moins elle tape à l'œil. Enfin, tu la vois. Ah oui, et pourtant elle est pas grosse. Elle est toute petite. Pourtant, elle est toute petite. Et ton nom, Julien de Boméranie, ça vient d'où? Alors, en fait, c'est un anagramme entre le nom de mon père et le nom de ma mère. Et en fait, pour la petite histoire, c'était donc pareil, je crois, aux alentours de 2012, quelque chose comme ça. Je faisais un shoot photo pour une marque de vêtements un peu BDSM, mais assez élégante. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour qui j'ai reposé 10 ans plus tard, on en parlera plus tard peut-être. Et en fait, le lieu du shoot, pardon, quand j'y suis arrivé sur le lieu, en fait, je ne savais pas trop où j'allais. Et je me suis aperçu que le patron de l'établissement, c'était un des anciens patrons de mon papa, qui travaille lui aussi en boîte de nuit d'ailleurs. Et en fait, je savais que j'allais être crédité sur les photos. Et je me suis dit, oh mon Dieu. Et à l'époque, je savais pas si mon père était au courant de ce que je faisais ou pas. Et donc, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, mon Dieu, on me demande mon nom et mon prénom. Il faut à tout prix que je me compose un nom pour pas que je... Pour être discret, quoi. Pour être discret. Et donc, j'ai pris le nom de mon père, le nom de ma mère, et j'ai fait des traits. Ok. Et de Boméranie est né. Ok. Et ça n'a jamais changé. Trop bien. Et ouais, et du coup, tu es complètement ce... Et maintenant, je suis complètement ça, voilà. mais en plus, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est aussi rare d'avoir... D'ailleurs, est-ce que tu te considères comme une drag queen? Maintenant, oui, je pense que j'appartiens à la grande famille du drag. Quelle catégorie de drag, je sais pas trop. Ouais. Moi, je dirais... c'est pas Club Kids ce que je fais, c'est pas du tout ça. Un peu créature? Un peu plus créature, ouais. C'est vrai que le prénom Julien, tu vois, c'est rare déjà un prénom qui soit un prénom. RuPaul. Dans le drag. RuPaul a gardé le sien. Ouais, mais qui toi est ton vrai prénom? C'est mon vrai prénom, ouais. Et en plus un prénom masculin, oui. En performant une féminité masculine et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, tout est vraiment lié. C'est une DA, en fait. Ouais, ça. Mais une fois de plus, ça a jamais été voulu, en vrai, tu vois. Ça s'est fait tout seul au fil du temps. Et mais non, tu vois, j'ai posé ce nom-là et en fait, je l'ai jamais changé. Mais une fois de plus, parce que j'ai jamais voulu... à la base, une fois de plus, quand j'ai démarré tout ça, c'était pas une volonté de me créer un personnage. C'était plus une volonté de m'émanciper que de créer un personnage à part avec une DA en particulier. Quand les gens me voient maquillée avec ma perruque ou sur scène, je suis toujours la même personne, je joue pas un rôle. Et souvent, c'est ce qu'on me dit, c'est que qu'on me voit maquillée ou démaquillée, en fait, je suis toujours pareil, quoi. Et là où d'autres, par exemple, elles vont avoir un maquillage qui va leur donner une certaine émotion ou une certaine directive, ou elles vont être un peu plus spicy. En fait, c'est vraiment des DA. Moi, non, en fait, pas du tout. Voilà. YOLO. Je vais faire un petit pipi. On a fait une pause parce que je suis allé faire pipi. Qu'est-ce que tu viens de recevoir comme message pendant que je faisais pipi? Vas-y, raconte-moi. Chez mon ami Olivier Croft, donc de La Fierce, qui mixe ce soir au Gibus, et qui me dit, ça te dit de mixer de 3h à 6h? Ça Je sais pas, pourquoi pas. Waouh. Je suis fatigué. C'est vrai que là, au moment où t'as dit ça, j'ai l'impression que tes yeux se sont cernés automatiquement. Genre, oh non. En vrai, c'est pas de mixer de 3 à 6 heures qui m'épuise, c'est de tenir jusqu'à 3 heures. 3 heures, ouais, c'est long. C'est loin. Bah ouais. Oh. Tu vas y aller ou pas? Mais je sais, mais la passion avant tout, quoi. Je sais pas, je vais voir. Dans les événements aussi que t'as fait un peu sympa ou tout du moins originaux, tu t'es retrouvé à
à mixer la première finale live de Drag Race. Oui. On va dire un peu le warm-up pendant que les gens s'installaient, et puis à la pause aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver dans cet endroit-là, dans le Grand Rex, et puis surtout pour une émission qui t'a quand même aussi beaucoup parlé, beaucoup inspiré dans ta vie. Mais vraiment, je l'ai vécu. Il y a eu le Zénith, et j'avoue que ça a été aussi un moment fort, parce qu'au-delà de ça, je sais que c'est je crois que c'est au-delà des US, c'est la première fois qu'une finale d'une franchise internationale était tournée avec du public. Et donc ça a été vraiment très fort, vraiment déjà de se retrouver là. L'opportunité déjà, elle était folle. J'ai suivi tout l'été la saison sur mon écran. Alors j'avais déjà fait un petit warm-up de ça parce que j'avais mixé sur le char de Drag Race à Toulouse pour la Pride. Et après ils m'ont invité à mixer donc pour la finale. Et c'est vrai que c'était fou, surtout que c'était moi j'estime que c'est un moment qui est historique dans le milieu du drag, de se retrouver là avec ce public en délire et avec toutes les queens, et surtout de voir aussi les coulisses du tournage, d'assister. Moi j'ai pas trop l'occasion de le faire, et de voir vraiment comment ça se passe un tournage. Et spoiler alerte, c'est aussi, enfin, ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment représentatif de ce qui s'est passé le jour même, quoi. C'est juste plus long. C'est juste un peu plus long, mais je veux dire, moi j'ai vraiment retrouvé l'émission que j'ai vécue je trouve que c'est encore plus fort justement de le vivre, parce que je me rappelle ce jour-là, c'était le couronnement de Keyona, et par exemple le discours de la maman de Piche, je me rappelle c'était très vibrant quand on l'a vu à la télé, mais de le vivre sur place, c'était aussi c'était plein d'émotions, et voilà, il y a plein de beaux moments comme ça. Et il y a eu ça, alors, parce que j'y étais aussi. Il y a eu le moment où Moon... la standing ovation de Moon, c'est incroyable. Aussi. Parce que pareil, ça a duré beaucoup plus longtemps. Au point où Nikki a dit c'est bon, elle a compris que vous l'aimiez. C'est vrai. On a compris. C'est vrai. Mais c'était un moment incroyable. La standing ovation pour Moon, c'était assez fou. Complètement. Et vraiment très fier justement d'apporter entre guillemets ma petite pierre à l'édifice, et de participer justement à cet événement. Et d'autant plus fier que j'ai aussi mixé donc pour le tournage de la finale de la saison 3, et j'ai aussi mixé pour les 30 ans d'Endemol, donc trop bien. Bah ouais, franchement. C'est toujours un immense plaisir. Ouais. Et est-ce que y a un événement dans ta vie ou quelque chose qui a fait qui tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, ou voilà, je sais pas, qui a participé à la personne que tu es aujourd'hui? Non, alors un événement particulier, non, mais après je dirais que c'est vraiment une succession d'expériences, de bonnes comme de mauvaises, de bonnes comme de mauvaises, pardon. C'est au fil du temps, je pense qu'on se construit au gré des rencontres, au gré des déceptions aussi, au gré des victoires. Et je pense que c'est vraiment on va dire l'artiste et la personne, c'est sous une impulsion personnelle, mais c'est aussi, je pense, beaucoup l'entourage, les personnes qui t'entourent et qui te poussent et qui croient en toi aussi, qui font que tu deviens la personne que tu es. Et je pense que ça, c'est valable pour les artistes, mais je pense que c'est aussi valable pour à peu près tout le monde, quoi. C'est hyper important. Tout à l'heure, c'est vraiment n'importe quoi, l'interview, ça part en tous les sens. Tout à l'heure, je parlais de tes gros bras, tu me disais que c'est assez récent, que t'as pas commencé le sport vraiment très très tôt dans ta vie, excepté la gym. Oui. Pourquoi t'as eu envie de te mettre à la muscu ou à développer ton corps, ton physique? Parce que justement, ça rebondit à ce que je disais tout à l'heure, le fait de se perdre dans son personnage. Et en fait, à ce moment-là, j'étais tellement perdu dans mon personnage, et que j'attendais vraiment qu'à travers ça, et j'étais vraiment pas bien. Et j'allais chez le psy à ce moment-là, et elle m'a dit, il faut que vous réappreniez à prendre soin de Julien la journée. Et je me suis dit, quoi de mieux pour prendre soin de son corps que de faire du sport. Et en fait, c'est comme ça que je me suis remis au sport. C'était il y a 10 ans maintenant. C'était ma résolution du jour de l'an de 2024. Ok. Et je n'ai de 2014. 2014, pardon. Ouais. Et je n'ai jamais lâché. Et c'est ce qui m'a permis de sortir de beaucoup de mes torpeurs. Ouais. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir un certain cadre, une certaine hygiène de vie. Voilà, j'essaie de faire au maximum attention à mon bien-être physique. Parce que mine de rien, même si on travaille que le week-end, ce qu'on fait est très physique. Ça demande beaucoup d'énergie, à la fois psychologique et à la fois physique. Et je pense que s'entretenir
la semaine pour justement pouvoir donner le meilleur de soi-même, c'est hyper important. Moi, en tout cas, c'est ce qui marche chez moi. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin et qui ont une énergie naturelle qui est folle. Moi, je sais que j'ai besoin d'être très aligné et si j'ai pas fait mes trucs, ça va pas, quoi. Du coup, tu y vas combien de fois par semaine? 5 fois par semaine. Ah ouais, c'est pas mal. Quand je peux, évidemment, mais au moins 4 ou 5 fois, ouais. Ok. À peu près. Et à chaque fois, ça te fait du bien? Tu te sens Ouais, bien? je me sens bien. Ça fait vraiment partie de mon équilibre et j'y tiens. Ouais. C'est vrai que, alors, pas mal de DJ parlent de ça. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de DJ qui se développent aussi comme ça. Mais je pense que c'est important, DJ ou pas d'ailleurs. Hein. Mais une fois de plus, je pense que tout dépend comment on vit les choses. Il y a des gens qui peuvent sortir ou travailler, picoler un peu et entre guillemets que ça n'a aucune incidence dans leur vie. Et d'autres pour qui il faut faire attention et qui veulent pas se laisser détourner de leur droit chemin, quoi. Après, c'est comme tout, je pense, il faut faire attention, quoi. C'est s'embarquer pour pas faire comme Avicii, par exemple. Ouais, bien sûr. Le pauvre qui, lui, justement, pour gérer ses angoisses et son stress, est tombé, je crois qu'il est tombé dans l'alcool et qui a fini par se suicider, quoi. Ouais, c'est affreux. Et aussi, le succès, comment il gérer. Moi, j'ai envie de regarder le documentaire, je l'ai pas encore. Ouais, pareil, je l'ai pas vu. Il paraît qu'il est hyper intéressant, mais ouais, c'est comment gérer le succès aussi, tous les gens qui gravitent autour de toi. Enfin, il y a un truc où t'as besoin quand même d'avoir une santé mentale de fer de béton, quoi. Petit 1, la santé mentale, et petit 2, et je le dis et je le redis, l'entourage. Ouais. L'entourage. Et c'est des milieux où forcément tu rencontres des nouvelles personnes, mais je pense que c'est aussi très important de conserver, moi je l'ai conservé en tout cas, mon noyau d'avant. Des gens, mes amis d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, avec qui je suis toujours ami, et qui eux me ménagent pas, et qui ont pas honte de me dire les choses, et ça je trouve que c'est très très important, ouais, à conserver. J'ai cru comprendre, alors je suis pas vraiment sûr de ce que je dis là, que t'avais fait un C'est mon choix avec Lova la Diva. Ah oui. En 2016. Mais c'est des choses qui se retrouvent, ça? Oui. Alors attends, faut que je tape quoi? Je suis une créature de la nuit, c'est mon choix. Attends, oh là là, je suis excité. D'ailleurs, tu vas me voir sur la petite. Attends, donc tu me dis, je suis une créature de la nuit. Oui. Créature de la nuit. Et je suis sur la petite vignette. Ah bah oui. Oh, t'es très en noir. Ouais. Je sais plus à quelle minute je passe. Attends, on va te trouver. Alors pour la petite histoire, Lova, c'est une amie, c'est une très très bonne amie. On se connaît depuis plus de 10 ans. On travaille ensemble déjà avant et... Attends, je veux que tu... Alors, attends... En fait, je passe en 2 fois. Ah oui, parce qu'il y avait le truc... voilà, là je passe en garçon, en démaquillé. Ah oui. Oh, j'étais jeune. Cette petite beauté là. Il va venir se présenter habillé normalement, mais la nuit il est tout autre. Je vous propose d'accueillir Julien. Ah, avec la petite musique et tout. Voici Julien. Mais quelle beauté. J'avais les cheveux. Vous entendiez la voix de notre invité. Oui, c'est vrai, t'avais ta mèche. Oui. Transformer la nuit. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils l'ont costumé aussi, ouais. Oh putain. Oh, il y a Evelyne avec une headpiece. Oui. Waouh. Je sais plus qui c'est qui l'avait fait. J'ai l'impression qu'on fait une react vidéo. Oui. Sur Twitch. On doit dû mettre une caméra en vrai. Bah ouais. Oh là là. J'ai gardé le costume. Je l'ai toujours. Je l'ai ouais. Mais il te l'avait pris pour toi ou c'était... Ah non, je l'avais fait faire. Tu l'avais fait faire? Ouais. Mais Lova. Oh là là. Waouh. Mais c'est un zèbre, c'est pas Lova. C'est incroyable. Waouh. Ah, comme on est belles toutes les deux. Oh, les yeux de chat. Alors, fun fact, Lova a fait une perf et sa tresse se barre de sa tête. Ils l'ont pas coupé au montage. Attends, mais quoi? Mais ça arrive après, ça? Ah, d'abord, il y a mon interview et après, c'est Lova. Ouais. Pourquoi Julien de Beauméranie? Alors en fait, j'ai voulu garder mon voilà. Ok. Tu l'as expliqué à Evelyne Thomas, vont me l'expliquer à moi. Bah oui. C'est incroyable. Julien, 26 ans. Oh là là. Ça fait bizarre de le lire. J'ai un accent toujours aussi prononcé. Non, t'as pas le même accent. Ah, on est d'accord. Ton accent, il a complètement changé. Qu'est-ce qu'elle dit, Lova? Waouh, c'est très bizarre en revanche. En fait, elle a des yeux de chat, mais ils sont pas les deux dans le même mais sens. c'est qu'en fait, la lentille a tourné, la bah pauvre. Oui, c'est ce que je me rends compte. La biche. Horrible.
Ça va être horrible pour elle. Qui vous êtes, vous? Vous êtes Sébastien ou vous êtes Lova? Là, maintenant? Oui, bah là maintenant vous êtes Lova, mais Oui. Ouais, c'est marrant, Evelyne, vous, ouais. tous les deux, vous avez une espèce de candeur dans le regard. C'est On vrai. vous voit le jour et une espèce de dureté la nuit. Oui. C'est un double, c'est quoi? C'est lentilles. Alors, moi, j'ai un souci avec ça, par contre. C'est que... Oh, un show avec une tresse. Le moment tant attendu. Attends, tu me l'as trop vendu, maintenant je veux voir. Mais professionnelle jusqu'au bout, elle lâche pas son truc. Bah évidemment. C'est parti. Allez. Oh, c'est fou comment sa DA a changé. Ouais. Drag Race, pas Drag Race, c'est toujours la même personne en tout cas. Waouh. Elle a jamais changé. Ah ouais, voilà. Oh non, la pauvre couette. Et hop, on remet le capuchon. Bon bah voilà, on vient de voir Lova perdre une tresse. Voilà, donc n'hésitez pas à aller nous voir sur Franchement, YouTube, c'est mon choix. Je suis une créature. Allez-y, c'est vraiment très 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 sympa. Ouais. C'est quand même très marrant. Mais en même temps, c'est qu'il y en a eu plein des reportages comme ça. L'autre fois, quand j'ai fait une interview de Lola Dragoness Von Flame, elle me parlait d'un... je sais plus si c'était envoyé spécial ou quoi, mais du début des années 90, tu vois. D'accord, ok. Oui, il y en a eu plein. Où t'as... parce qu'en fait, c'était, tu sais, le moment où est sorti Priscilla folle du Bien désert. sûr, bien sûr. Et donc, du coup, il fallait faire connaître aussi un peu aux gens Complètement. ce que c'était, parce que ça, on connaissait le transformisme, le côté drague à l'américaine, on savait pas du tout Non. ce que c'était, quoi. Non, mais c'est vrai que souvent, les gens ont aussi du mal ils mélangent tout. Hein. C'est vrai que les gens, ils confondent transformistes, travestis, drag queen, on sait plus où on en est là-dedans. Bah ouais, mais après, parce que c'est pas non plus très clair, tu vois. Dans le fond, à la base, comme ça, tu te dis, bon, bah, c'est quelqu'un qui se travestit. Oui, exactement, oui. Après, voilà. Oui. c'est juste l'art que tu mets derrière. C'est ça, oui, le c'est ça. travestissement. C'était les nuances, ouais. Exactement. Les nuances que tu y mets, oui. Mais à la base, ça reste un travail de transformation dans tous les cas. Exactement. Complètement. Exactement. J'étais en train de réfléchir si j'avais d'autres questions pour toi qui me venaient de manière spontanée. Ah si, t'as une passion dans la vie, c'est Frenchy Shore. Oui. Et j'ai pas honte de le dire, j'ai mon abonnement à Paramount Plus pour justement pouvoir n'en rater aucune miette et aucune seconde. Et là, au moment où nous enregistrons, le dernier épisode de la saison 2 est sorti, mais je me le garde bien au chaud pour demain quand je vais rentrer chez moi. Bah ouais. Quand tu reviendras de ton pic de cette nuit à 6h du matin. C'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que t'aimes dans Frenchy Shore? En fait, quand je regarde l'émission, déjà, il y a ce côté... en fait, j'ai l'impression de vivre un bout de vacances d'été en plein hiver. Je sais pas si tu ressens ça, mais je trouve que les épisodes, ils transpirent le soleil, la chaleur, l'été, les choses simples. En fait, tu vois, c'est ces moments ces moments de la saison où justement on se prend pas la tête et on s'amuse. Et c'est vrai que je trouve que de voir ça en plein hiver, c'est léger en fait. Ça te donne envie d'être l'été, quoi. Ouais, c'est très léger. Et surtout qu'une fois de plus, c'est tourné au Cap d'Agde. Et moi, j'ai grandi juste à côté, donc vraiment tous les endroits où ils vont, je les connais. En fait, c'est tous ces endroits, enfin tous mes familiers dans la saison, dans l'émission. Et ouais, j'aime bien ce côté un peu insouciant et léger, que même si effectivement il y a des choses qui sont un peu problématiques par moment, mais il y a des personnages qui sont très attachants et voilà, je trouve que ça a le mérite d'exister et je trouve ça cool, quoi. C'est qui tes persos préférés dans Frenchy Shore? J'adore Enzo. Ouais. J'adore Cara. Mais Enzo, moi j'ai un problème avec sa phrase d'entrée. Bon, ma mission, c'est de Détourner détourner tous les les hétéros. Moi, j'ai un problème avec ça. Ouais. Non, mais ça fait très genre, c'est le gay de l'émission. Ouais. Et en fait, genre, les gays n'ont qu'une mission dans la vie. C'est détourner les hétéros, ouais. Bah, ouais, et du coup, c'est vraiment ce que pensent en général les hétéros des gays. Ils disent que. C'est ce que j'allais te dire. Et souvent, les hétéros un peu pas très éduqués qui sont là, ils disent, ah, je veux pas qu'un gay me pro, tu vas me draguer. Avant de te draguer, il faut déjà que tu sois beau, hein. Ouais, que j'ai un intérêt pour toi. Ouais, tout simplement. Mais ouais, c'est vrai. Ouais, c'est réducteur, on va dire. Oui, mais et j'adore le perso, mais je déteste sa phrase. Et sinon, non, Ouvriel, Cara, ouais. Ouais. C'est des filles que j'aime bien. Voilà. Et t'as d'autres, parce que on va arriver lentement à la partie recommandations, comment on l'a fait à l'impro, il n'y a pas de recommandations particulières, mais il y a des trucs que tu regardes, que t'aimes bien, des séries, des films, des choses, un univers qui te plaît. Alors je vais décevoir tout le monde, je regarde très peu de films, ni très peu de séries, je regarde beaucoup de documentaires par contre. Hein. Documentaires sur tout et n'importe quoi. C'est quoi dans les derniers documentaires que par t'as exemple, vu je suis à fond sur des trucs j'aime beaucoup les reportages sur l'histoire, donc beaucoup de choses autour de l'Égypte, autour du Moyen-Âge, j'aime bien savoir ce qui se passait avant.
Je regarde beaucoup de choses comme ça. Ok. Sinon, niveau série, là, si dernièrement au cinéma, quand même, je suis allé voir The Substance. Ok. Je suis allé voir. Gladiator 2 aussi, je suis allé Ok. voir. Et là, en série, dernièrement, j'ai regardé Squid Game, Ok. la saison 2. Et t'as aimé? La fin m'a énervé. Donc, je ne vais pas en parler pour pas spoiler. Mais s'il y a des gens qui travaillent chez Netflix qui nous écoutent, comment osez-vous nous laisser comme ça? Comment osez-vous? J'en ai pas dormi pendant 3 jours. Ça va pas ou pas? Ça va pas. De faire- Sortez-moi une saison 3 vite. Et oh! Des malades? Tu l'as vu? Bah oui, j'ai vu. Ah, bah alors cette fin. Non, mais d'accord. Non, mais pour dire sans spoiler, c'est que vraiment la fin reste, c'est vraiment un cliffhanger comme à l'époque. Mais vraiment, on dirait que bon, ça pourrait aller un tout petit peu plus loin et au moins terminer un chapitre et en ouvrir un autre. Non, là, c'est vraiment genre, fin! Non, mais là, c'est comme si on était au restaurant et qu'on nous coupait en plein milieu du plat principal. Exactement. On venait voilà. nous enlever l'assiette. Ton Exactement. plat préf, on vient t'enlever l'assiette. Voilà. Et on te dit, bah, tu mangeras la suite dans 6 mois. Ouais. C'est trop bizarre. Affreux. Mais en vrai, c'est du génie. Non, mais non, c'est pas du génie. Parce que réellement, ils auraient juste terminé l'histoire en ouvrant sur la saison d'après. C'est ta frustration qui parle. Mais non, mais regarde, ils le faisaient pour n'importe quelle saison, pour Casa des Papel et tout machin. Mais J'ai t'arrivais à... jamais regardé. Bah, tu sais, Mais oui, les mais oui. grandes séries à cliffhanger, même à l'époque, Desperate et tout Ça machin. termine pas de manière aussi C'est- abrupte, quoi. C'est tu termines Ah ouais, et tu là. termines avec un gros truc qui Là. va te donner envie d'attendre la saison d'après. Là, c'est vraiment genre, on te coupe au milieu de l'histoire, t'as l'impression que c'est à peine terminé. C'est comme si j'avais cuté Crazy in Love en plein milieu du refrain. Voilà. Ah ouais. Tin, 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 tin. Et là, tu changes. Ciao, ciao. Fin. Voilà, ouais. On a des belles images, mais franchement, c'est exactement ça. Ouais. Non, C'est- sinon, après, niveau série, ouais, j'étais Buffy contre les vampires, évidemment. J'étais pas Team Charme, désolé. Bon, on pouvait être les deux, non? Bah, souvent, c'est vrai que c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Ah ouais, c'est vrai, il y a vraiment des teams comme ça. Bah, je me suis aperçu avec le temps que souvent, ceux qui regardaient Buffy ne regardaient pas Charme, et ceux qui regardaient Charme regardaient moins Buffy. C'est vrai que Buffy Ah, était moins t'étais team cucu. Charmed. Non, non, c'est que Buffy était moins cucu que Charmed. C'est vrai. Je sais pas, j'ai pas regardé Charme. Mais je pense qu'il y avait ce truc-là, tu vois, c'était un peu plus punk de regarder Buffy. C'est tu vois. vrai. Mais mine de rien, la série était très en avance sur son temps avec Mais plein de sujets, des beaucoup sujets de queer et représentation. tout. Mais ouais, Clairement. Après, non, la série qui m'a rendu bien fou, c'était Pretty Little Liars. ça, j'ai jamais regardé. Ne t'arrête pas. Ah ouais? Je trouve que c'est très bien fait, mais ça prend la tête. C'est une Ah espèce ouais d'histoire, une enquête énorme qui dure sur je sais pas combien de saisons. Ça rend fou. Ah ouais, je crois que Tu j'ai regardes jamais tu vu. regardes tout. Ah ouais. Il y a des trucs comme ça. Ok. Et The Substance, donc, du coup, t'as aimé ça? J'ai adoré. Moi, je déteste les films qui font peur. J'y suis allé vraiment par hasard. Ça te fait peur? Bah, en fait, je déteste les trucs un peu horreur, gore. Mais en fait, c'est pas ça. machin En fait, je et trouve tout. que c'est tellement un cliché sur la fin Bah, qu'en fait, ça c'est fait même pas peur. C'est tellement. Là, en fait, j'ai adoré le film, mais je trouve que ça se termine. C'est too much, la fin. Ouais. Bah, C'est bien fait. Après, non, c'est. mais après, c'est fait pour ça C'est aussi. fait pour ça. C'est fait pour amener un truc de vraiment ridicule. Moi, j'y allais, je vais jamais regarder des films d'horreur, des machins et tout. C'est vraiment pas ma cam, mais j'y suis allé au hasard. J'étais chez mon coiffeur qui me dit, ah, j'irais bien voir ça et tout. Et en général, il est très bon conseil. Moi, je dis, vas-y, j'ai l'après-midi de dispo. Je vais y aller, tout ça. Je regarde vite fait la bande-annonce qui raconte pas grand-chose. Non. Je me dis, bon, il y a peut-être un truc qui peut être un peu, voilà, mais je vais y aller. Tout ça, ça a l'air très graphique, très esthétique. Ce qui est le cas. C'est très beau. Hein. C'est vraiment très, très beau. Et au fur et à mesure, bah évidemment, bon, on a entendu parler, ça devient de plus en plus Étrange. Hein. étrange, pesant. Et c'est vrai que la et il y a- bande-annonce, et en fait, il y a ouais. plein de bruit. Ouais. Il y a plein de. En fait, il y a très peu de paroles, très peu de mots. C'est vrai. Mais c'est un film qui dure 2 heures quelque chose. Ouais. Et en fait, la plupart du temps, c'est juste des sons qui sont très bien captés, très bien pris, et ce qui fait qu'en fait, on est dans une sorte de dégoût au bout d'un moment Oui. de tout. Tous Oui, les oui. bruits sont étranges, Oui. de succion, de machin, de trucs, et c'est terrible. C'est ouais. Mais je suis d'accord avec toi, quand on voit la bande-annonce, on s'attend pas du tout à cette fin, quoi. Il y a rien qui laisse présager que ça va finir Comme ça. de manière aussi loufoque, quoi. Ouais. Mais en même temps, ça raconte une histoire incroyable sur le fait de vieillir. La place de la femme dans la société, Exactement. je vais dire la viabilité des femmes à passer un certain âge. Enfin, je trouve que ça ramène. Ouais, c'est- l'espèce de date de péremption et tout. Enfin, c'est terrible. Ouais. Et je pense que c'est une volonté aussi de la réalisatrice, en fait, que d'amener cette question-là jusqu'à finalement une parodie, en fait, une réponse complètement Exactement. parodique. C'est Ouais, si on devait aller là, on pourrait aller jusque là. Ouais.
Ouais, non, c'était vraiment, vraiment très très sympa. Donc voilà. Ouais, non, au final, j'ai bien aimé. Et Gladiator, du coup, t'as aimé aussi. Oui, bon, classique, c'est un truc un peu en rapport avec l'histoire, donc j'ai bien aimé, ouais. Ok. Ah, t'aimes bien les petits trucs historiques, quoi. Oui. J'aime bien qu'on me raconte des histoires. T'as une période préf? J'aime bien tout ce qui est antique, ouais. Ouais. Tout ce qui est Grèce. Ouais, j'aime bien tout ce moment-là, l'Égypte, la Grèce. Ok. Bon, trop bien, trop sympa. Bah voilà. Si jamais vous avez des petites recommandations docu à faire à Julien sur. Allez-y. Franchement, tous les soirs dans mon lit, je regarde un. Bon, et trop bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un sujet où tu voulais parler comme ça? Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Moi, on a fait un bon petit tour, tu vois, 1h22. Bon, avec du Buffy, c'est mon choix, pardon. J'ai confondu Evin Thomas et Buffy. Mais ouais, dedans. Bah, très bien. Bah, est-ce que t'as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment. Je suis content qu'on ait enfin pu enregistrer ce podcast. Formidable. Et voilà, j'ai hâte que vous l'entendez. Bah, et moi aussi de l'entendre pour ce que j'ai raconté. Bah oui, alors je sais pas si ça vous aura plu cet épisode un petit peu, j'ai envie de dire, la Quinterview à la bonne Franfran. C'était la Queen Thérapie là. Voilà, comme ça, hop, on est là, on se pose sur le divan, on discute comme ça. Bah, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, on a passé un très bon moment. On vous souhaite de se revoir bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, abonnez-vous, mettez des étoiles là où vous pouvez en mettre. Commentez l'épisode si ça vous chante. Moi, ça me chante, par exemple, que vous commentiez l'épisode. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine Quinterview. Bisous. Bisous. Merci, Julien. Merci. Queen of Drag.